C'est évident que c'est une véritable lame de fond, un véritable raz-de-marée démocratique. Et c'est véritablement important compte tenu des questions essentielles que nous voulons mettre sur la table des discussions. Oui, alors du côté des internautes, on y voit à une large majorité une Corse autonome et indépendante. Autonomie de plein pouvoir avec pouvoir législatif. La collectivité territoriale de Corse doit être compétente dans tous les domaines, sauf le régalien en l'état actuel des affaires, explique Jean-Philippe. Même chose pour Pascal qui ajoute que le peuple corse doit pouvoir s'autodéterminer en son âme et conscience. Il faut que l'île soit plus en accord avec elle-même et qu'il y ait plus de mesures qui soient prises par les Corses pour la Corse, explique Julie. La Corse n'a jamais été mieux connectée à son environnement direct avec l'Europe et la Méditerranée que depuis l'arrivée des nationalistes au pouvoir. J'espère bien que leur travail pourra être poursuivi avec l'autonomie nécessaire à son renforcement. La Corse a des projets d'avenir, nous dit Lily. L'île de Beauté va se trouver réunifiée et grâce à cela, elle sera beaucoup plus forte pour être indépendante. Elle pourra même peut-être prétendre à un statut autonome comme la Sardaigne, indique Cyril. Et enfin, pour Nicolas, l'indépendance de la Corse sera obligatoirement la suite logique dans les années à venir. Et dans l'ordre, on a entendu Gilles Simeoni, Jean-Guy Talamoni et Juliette Saint-Jean, journalistes aux réseaux sociaux de Figaro.fr. L'enjeu est donc posé. On jette un coup d'œil aux résultats de cette première élection du genre, l'élection territoriale en Corse. 45,36% pour la liste de Gilles Simeoni et de Jean-Guy Talamoni. La liste derrière, la liste de Jean-Martin Mondoloni de la droite régionaliste, arrive avec près de 15%, 14,97% exactement, talonné par la liste de Valérie Bozzi de LR, 12,77%, que l'on aura au téléphone tout à l'heure, et le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, qui était à la tête de la liste macroniste, ne recueille lui que 11,26%. En queue de peloton, on a la liste nationaliste de Paul-Félix Benedetti et la liste unique de la gauche, menée par Jacques Casamarta, pardonnez-moi, 5,68%, liste qui avait été condamnée d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. Et loin derrière, c'est l'une des surprises d'ailleurs de ce scrutin, la liste de Charles Giacomi du Front National, 3,28%. C'est quasiment 10 fois moins que le score de Marine Le Pen à la présidentielle. Êtes-vous satisfait des résultats de ces élections? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs au pluriel. Et pour décrypter ces résultats, Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et directeur du département Opinion à l'IFOP. Vous êtes auteur de la nouvelle question Corse aux éditions de l'Aube et de nombreuses études sur le vote corse à retrouver sur lefigaro.fr. À côté de vous, Vincent de Bernardi, bonjour. Vous êtes chroniqueur à Parole de Corse et auteur de ce livre de la France en général et de la Corse en particulier. Vous avez par le passé présidé également le syndicat national de la presse régionale. Yves Tréhard, bonjour, éditorialiste et qui signe l'édito ce matin dans le Figaro sur la Corse précisément. Et vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Vous nous posez vos questions, vous nous donnez vos commentaires. On vous attend sur le forum du Figaro, sur le player du Figaro, c'est-à-dire l'écran dans lequel vous voyez cette émission, et sur Facebook. On va aller tout de suite en Corse, si vous le voulez bien, et eh bien, appeler le grand vainqueur de cette soirée, Gilles Simeoni. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Gilles Simeoni. Il y a l'autre jour, on est tombé sur un extrait de l'interview de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Edmond Simeoni, qui disait que si on ne reconnaissait pas la victoire des nationalistes ou si cette victoire était contestée, eh bien, il y aurait beaucoup de problèmes et que la jeunesse se révolterait. Visiblement, on ne s'achemine pas vers ce scénario aujourd'hui. Non, je ne pense pas que mon père ait posé exactement le problème en ces termes, mais quoi qu'il en soit, c'est pas comme ça qu'il faut le poser. Il n'y a pas de chantage à la violence en toute hypothèse, et le sort des urnes est toujours accepté, qu'il soit favorable ou défavorable. Mais ceci étant, ce qui s'est passé hier est effectivement extrêmement important, un véritable raz-de-marée démocratique. Il faut attendre le deuxième tour, parce que l'élection n'est pas terminée. Nous allons d'ailleurs travailler pendant toute la semaine pour essayer d'amplifier encore le soutien et la confiance qui nous ont été manifestés. Et si cela se confirme, je crois véritablement que c'est l'expression, bien sûr, d'un enracinement du nationalisme qui est ancien, qui
qui a été porté depuis des décennies par un travail de fond. Et puis c'est également, et de façon consubstantielle, une aspiration très large qui dépasse le seul mouvement nationaliste, une aspiration très large de la société corse, à la fois à la respiration démocratique, à l'émancipation et à la construction d'une économie moderne et plus généralement d'une société apaisée et respirante. Gilles Simeoni, il y a deux choses que l'on entend beaucoup ce matin depuis l'annonce de ces résultats qui vous sont très favorables. C'est qu'un score écrasant au deuxième tour vous permettrait d'être en position de force pour obtenir une amnistie pour les prisonniers corses. Bon, d'abord, il ne faut pas préjuger de ce que sera le deuxième tour. Ensuite, même si le score devait être très bon, ce que j'espère bien sûr, ça ne veut pas dire que nous serions en situation hégémonique, et de toute façon, ce n'est absolument pas notre état d'esprit. Vous savez, je crois que le pluralisme politique existe encore, il est important en Corse, il est important qu'il continue à vivre, et nous avons l'intention de travailler avec tous les Corses, avec tous les élus, qu'ils soient nationalistes ou qu'ils ne le soient pas. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est certain que le vote d'hier a plusieurs significations. Parmi ces significations, il y a un message clair qui a été envoyé par les majorités de Corse à Paris, au gouvernement et à l'État, c'est celui de la nécessité absolue d'ouvrir enfin un véritable dialogue avec la Corse, un dialogue pour rechercher une solution politique globale, pour tourner définitivement la page d'un conflit qui dure depuis 50 ans et qui a empoisonné... Concrètement, pardonnez-moi Gilles Simeoni, qu'est-ce qu'il faudrait justement ouvrir comme dossier ? Écoutez, moi je pense que déjà il faut une déclaration forte et sans doute au plus haut niveau de l'État, puisqu'on a bien compris que depuis quelques mois les décisions importantes se prennent à l'Élysée. Moi j'ai eu l'occasion de dire directement à Emmanuel Macron au moment où il était candidat, il n'était pas encore élu président, il y avait une conjoncture en Corse qui faisait que les choses n'avaient jamais été aussi favorables pour régler par le haut ce problème qui, comme je vous le disais, empoisonne les relations entre l'État et entre la Corse et la République depuis Quel problème concrètement, Gilles Simeoni ? Eh bien, moi je pense qu'il faut une déclaration forte, dire qu'un dialogue politique va s'ouvrir, dire qu'il n'y a aucun tabou dans ce dialogue politique, qu'il y a un problème corse qui est fondamentalement politique et qui touche à la revendication, reconnaissance d'un peuple et de ses droits, et puis discuter... Jean-Guy Talamoni dit ce matin, Gilles Simeoni, il faut prendre conscience qu'il y a une nation corse. C'est ça que vous voulez entendre aujourd'hui ? Nous pensons qu'il y a une nation corse parce qu'il y a une langue, une culture, une identité collective qui s'est forgée à travers l'histoire et qui est encore aujourd'hui bien vivante. Mais maintenant, on n'attend pas du président de la République française qui dise oui, il y a une nation corse sans autre forme de développement. Je pense qu'il faut qu'il reconnaisse qu'il y a une question corse qui touche, comme je vous le disais, à l'existence de ce peuple et en son droit à être reconnu. Et ceci étant, derrière, il va falloir discuter au plan économique, au plan social, au plan institutionnel avec notre revendication d'autonomie et puis avec des mesures symboliques fortes, effectivement, je pense notamment à la question du rapprochement des prisonniers politiques et puis à terme une loi d'amnistie, puisque partout dans le monde, et notamment en France, y compris dans des conflits autrement plus sanglants et plus douloureux, lorsqu'on a voulu véritablement tourner la page de ces conflits, on les a terminés par une décision d'amnistie. Gilles Simeoni, bonjour, c'est Yves Tréhard à l'antenne. Bonjour, je me permets de vous poser cette question. Quand vous parlez d'amnistie, est-ce que cette amnistie couvre aussi les individus qui ont été condamnés dans le cadre de l'assassinat du préfet Erignac ? En clair, Yvon Colonna. Oui, il n'y a pas que lui. Pas seulement. Je comprends tout à fait votre question. Alors, j'y réponds directement, mais par deux réponses complémentaires. La première réponse, c'est que, au début de la discussion, nous n'entendons pas exclure par principe quelques crimes que ce soit, y compris les crimes de sang, du périmètre de la loi d'amnistie. Ce premier point étant affirmé, j'en viens au deuxième, qui est tout aussi important, c'est qu'effectivement, lorsqu'on parle de loi d'amnistie pour la Corse, on pense nécessairement à l'assassinat du préfet Erignac, qui est le fait le plus tragique, le plus douloureux et le plus lourd au plan symbolique, politique et humain. Mais ceci étant, je voudrais quand même vous rappeler respectueusement que les trois personnes qui restent condamnées dans cette affaire et détenues, à savoir Alain Ferrand, Pierre Alessandre et Yvan Colonna, ont été toutes les trois condamnés à perpétuité. Ils ont été condamnés à perpétuité par des magistrats antiterroristes, des magistrats professionnels, et que ces magistrats ont exclu délibérément de cette peine de prison à perpétuité la peine de sûreté qu'ils auraient pu prononcer.
C'est-à-dire que ces magistrats ont considéré que ces 3 hommes, nonobstant la déclaration de culpabilité dont ils ont fait l'objet, devaient pouvoir bénéficier, si leur comportement en détention était correct, d'une mesure de libération conditionnelle au bout de la période de sûreté automatique, c'est-à-dire 17 ans. Aujourd'hui, Pierre Alessandre et Alain Ferrand ont purgé 18 ans de prison. Et Yvan Colonne a 14 ans. Donc demain, aujourd'hui, pour les 2 premiers et très rapidement pour le 3e, indépendamment même de toute loi d'amnistie, on peut par application du droit positif et par une décision de justice décider qu'il pourrait être remis en liberté. Et donc j'allais dire que cet aspect qui est le plus douloureux et le plus emblématique aussi de la loi d'amnistie peut très bien être traité par des procédures de droit commun et dans le respect de la décision. Et que ça ne rentrerait pas dans les discussions. Juste une dernière question, Gilles Simeoni, avant de se quitter. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une union sacrée contre vous, entre la droite régionaliste, la droite LR et les macronistes ? Alors c'est un scénario qui a été élaboré avant le premier tour, qui paraissait peu probable, mais qui a été assumé par ses auteurs, c'est-à-dire effectivement la liste de la République En Marche et les 2 listes de droite, et qui a été aussi soufflé par ses inspirateurs, à savoir certainement le gouvernement et peut-être même un peu plus haut. Vous la craignez ? Je crois que ce scénario avait été prévu, mais les Corses viennent de signifier clairement à travers leur vote du premier tour qu'ils ne souhaitaient pas le retour à ces vieux démons et qu'il n'y a pas de place pour une stratégie qui viserait à exclure les nationalistes des responsabilités que le suffrage universel a voulu leur confier. Et donc je crois qu'à travers les résultats du premier tour, ce scénario n'est plus envisageable. Merci beaucoup Gilles Simeoni pour ces commentaires en direct sur Figaro Live. Et bien sûr, on va continuer à suivre cette campagne et bien sûr le 2e tour de ce scrutin. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour messieurs. Un commentaire d'abord sur ce que vous venez d'entendre et puis sur ces résultats. Jérôme Fourquet. Effectivement, si on prend juste ce qui vient d'être dit sur la perspective du 2e tour, il y a quand même une marche qui est tout à fait spectaculaire entre la liste qui est arrivée en 2e position, celle de la droite régionaliste qui fait 15%, et les nationalistes qui sont à quasiment 46%. On va regarder justement les résultats encore. Oui. Donc rien que cela, déjà, c'est quand même très compliqué d'imaginer une espèce de front républicain avec 36 guillemets à la sauce corse pour barrer la route aux nationalistes. Ces derniers font 45% pour la liste principale, mais quasiment 7% pour une liste dissidente, donc ils ont la majorité absolue. Moi, je voudrais qu'on s'arrête, pardonnez-moi, je vous coupe, en regardant les résultats des élections, des précédentes élections régionales, entre guillemets, celles de 2014, où on voyait que les nationalistes menés par Simeoni, à l'époque, ne faisaient que 17% au premier tour. Ils ont fait 35%, l'Alliance a fait 35% au 2e tour. Donc là, ils ont quand même gagné 10 points. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ils ont gagné le droit qu'on parle de raz-de-marée. Oui, tout à fait. 45% au premier tour, quand même. Et quand, encore une fois, vous avez 30 points d'avance sur la 2e liste. Il s'est vraiment passé quelque chose. Mais l'idée, n'est pas de dire est-ce que les pronostics étaient les bons. Mais quand on voyait ce qui s'était déjà produit aux législatives, avec 3 circonscriptions sur 4. Justement. Et on va regarder le vote également. Qui était tombé dans l'escarcelle des nationalistes. Tout ça nous donnait une indication sur l'ampleur de la dynamique et de la vague. Il y a incontestablement un mouvement de fond en faveur de ces nationalistes. L'analyse des législatives est intéressante parce qu'elle avait montré que, au 2e tour, les candidats nationalistes, quand ils étaient opposés à la droite, bénéficiaient de bons reports de la part des électeurs macroniens. Et quand ils étaient face à un candidat macronien, bénéficiaient de bons reports en provenance de la droite, des électeurs de droite. Donc ça laisse assez mal augurer l'efficacité d'un éventuel front commun face à ça. Et donc on peut penser que la dynamique nationaliste sera confortée dimanche prochain. Vincent de Bernardi, comment vous interprétez? Quels commentaires? On voit bien que depuis 2014, il y a un mouvement qui se perd en Corse. Depuis la victoire de Gilles Simeoni à Bastia, puis ensuite la victoire des nationalistes en 2015, et aujourd'hui avec une vague peut-être plus haute que celle qu'on avait prévue, mais qu'on pouvait anticiper en tout cas. Personne Pourquoi ne on pouvait l'anticiper aujourd'hui en dehors des questions, en dehors des questions purement sociologiques et politologiques, si je puis La vérité, c'est que depuis 2015, ils sont au pouvoir et ils ont quelques résultats. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir qu'un mouvement qui gagne des élections, au bout de 2 ans,
réussi à amplifier le mouvement, et c'est ce que les nationalistes font. Ils auraient pu buter sur quelques mesures ratées, quelques transformations pas complètement abouties. Ils y réussissent. Et finalement, l'électorat l'a perçu, et on voit bien que ça a fait exploser aussi bien la droite que la gauche. Alors la droite pour des raisons différentes, parce qu'elle n'a pas réussi à s'allier, elle part divisée. Alors est-ce qu'elle l'a fait par calcul? Peut-être. Aujourd'hui, la question du calcul rebute un peu l'électorat, que ce soit en Corse ou ailleurs d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il faut mettre au crédit de l'équipe qui a gagné en 2015 des bons résultats et une volonté de l'électorat de voir cette équipe continuer à travailler. On va avoir Laurent Marcangeli, qui est le maire d'Ajaccio, au téléphone. Il y a deux choses. D'abord, c'est Fouras qui nous demande: ne sommes-nous pas en train de confondre la décentralisation par la régionalisation et l'indépendance? Fouras, ce serait bien de préciser la question. Est-ce que vous craignez, par exemple, que ce soit une étape vers l'indépendance, ce scrutin, cette régionalisation soit un scrutin vers l'indépendance? Est-ce que c'est bien ça que vous craignez? Si vous pouvez nous répondre, on pourra rebondir sur ce que vous venez de dire. Yves Tréhard, un commentaire sur ces résultats et par rapport à ce que vient de dire Jérôme Fourquet. Oui, alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ces résultats, ils seraient tombés il y a 20 ans. Ça aurait été une crise politique majeure dans notre pays, parce que eh bien, on était encore dans une revendication corse qui était une revendication violente. Et si elle était violente, justement, c'est peut-être parce qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer démocratiquement par les urnes. Donc il y a 20 ans, souvenez-vous, il y a 20 ans, c'est l'assassinat du préfet Erignac. On était le problème corse, comme disait Gilles Simeoni. D'ailleurs, il n'y a pas de problème corse, il y a un problème français. Hein. Je me réfère à Jean-Paul Sartre, vous savez, qui disait: il n'y a pas une question juive, il y a une question française, tout simplement. Donc là, pour ce qui est de la Corse, il y a 20 ans, on était dans un tout autre contexte. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi on est passé d'une situation de crise et de tension à une situation de relative modération dans le discours politique sur l'île, et on ne va pas dire d'indifférence, mais quand même de tolérance sur place. Yves, juste je vous coupe. Quand même, on entend la notion de peuple corse et la notion de nation corse. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un recul de la République? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que la Corse a compris qu'elle ne pouvait pas être indépendante en l'État. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les moyens de cette ambition indépendantiste. Il faut que, économiquement, elle puisse tenir la route. C'est pas faire injure aux Corses que de dire qu'aujourd'hui, qui est une île où il y a beaucoup de pauvreté, un Corse sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Hein. Eh bien, la Corse, elle vit largement sous perfusion continentale, sur le plan économique. Donc, ils ont compris, même les indépendantistes, comme M. Talamoni, qui est indépendantiste, hein, alors que la plupart des autres sont autonomistes, simplement. Ce qui n'est pas pareil, eh bien, ils ont compris que sans développement, ils ne pouvaient pas survivre et n'y arriverait pas. C'est pas la Catalogne, si vous voulez. Barcelone peut dire zut à Madrid, peut-être, d'ailleurs c'est pas aussi évident que ça, en disant nous, on a les entreprises, la richesse, on a tout ce qu'il faut. La Corse, c'est pas la Catalogne, la Corse c'est un pays, c'est une île qui est faiblement développée, qui vit principalement du tourisme et de 2 ou 3 autres ressources, et donc elle ne peut pas se permettre de vivre comme ça. Donc les Corses ont fait cette mutation. Et en faisant cette mutation intellectuelle, eh bien, finalement, ils se retrouvent à la tête de leur île. C'est-à-dire qu'ils ont réussi. Ils ont déposé les armes, le FLNC unifié a déposé les armes en 2014, hein, et depuis 2014, il n'y a quasiment plus d'attentats. On ne sait d'ailleurs même pas si ce sont des attentats à revendication indépendantiste, parce qu'il y a des règlements de compte, enfin, comme partout en France d'ailleurs. Hein. Et ce que veulent les Corses, c'est qu'on respecte leur culture. Et leur valeur locale, comme vous le dites ce matin dans l'éditorial du Figaro. C'est normal. Les Bretons, ils aiment bien manger du gouigamande. J'exagère et je caricature. Mais ils veulent qu'on les respecte, mais ils ne veulent surtout pas sortir de la République, pour le moment, en tous les cas. Laurent Marcangeli est avec nous. Bonjour.
Bonjour. Vous n'êtes pas candidat à cette élection, vous êtes, ceci dit, le maire de la plus grande ville de Corse, vous êtes le maire d'Ajaccio. Est-ce que vous accréditez ce que dit Yves Tréhard à l'instant, et quel est votre commentaire sur les résultats de cette élection? Mon commentaire, d'abord, il est le suivant. Il y a quand même un élément particulièrement important dans une île qui, de tout temps, a été très férue de politique, c'est que le premier parti s'appelle l'abstention. La preuve en est sur Ajaccio. Vous pensez que les nationalistes en ont profité, Laurent Marcangeli? Très clairement, ils ont une capacité à mobiliser qu'ils ont démontré dans le passé, qu'ils ont encore démontré hier, de manière très forte. Ça fait pas injure à leur score que de dire, ceci dit, que le premier parti de Corse, malheureusement, c'est l'abstention. Et ça, c'est un déficit collectif qui leur incombe tout autant qu'à moi ou qu'à d'autres. Toutes les forces politiques n'ont pas réussi à convaincre les Corses d'aller aux urnières, alors qu'on vote pour élire une collectivité unique dans un contexte de réforme sans précédent, avec une nouvelle collectivité qui doit prendre son envol le 2 janvier prochain, et que visiblement, bien, les Corses n'ont pas été très enclins à se déplacer aux urnières. Donc ça, c'est déjà un premier échec. Pardon, Laurent Marcangeli, est-ce que le score des nationalistes vous inquiète? Non, je ne suis pas d'un naturel inquiet pour une bonne et simple raison. Lorsque la démocratie s'exprime, il ne faut pas être inquiet. En revanche, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les partis de gouvernement traditionnels nationaux sont en pleine déliquescence chez nous. Je le dénonce depuis un certain nombre de temps et d'années. J'ai été parlementaire pendant 5 ans. J'ai essayé d'alerter du côté du parti politique auquel j'appartiens sur ce risque. Et aujourd'hui, vous le voyez très bien, La République En Marche. C'est les Républicains. Voilà, les Républicains sont à 12,5. Il y a quand même aujourd'hui, le Parti Socialiste n'existe plus. Le Parti Communiste et le Front de Gauche se sont alliés contre la volonté de Jean-Luc Mélenchon qui les a renvoyés dans leur but. Le Front National, qui est en tête à la présidentielle au mois de mai, d'avril, n'arrive même pas à faire 5%. Donc vous voyez très bien qu'il y a quand même une désaffection très forte pour tout ce qui est parti politique traditionnel et force politique nationale. Alors dans ces conditions, est-ce que vous souhaitez une alliance entre les Républicains, la droite régionaliste et la République En Marche? Bon, c'est pas. Je pense que vu le score d'hier, c'est pas envisageable. C'est pas envisageable du tout parce que je crois que dès le premier tour, les électeurs qui sont mobilisés ont donné un appel très fort. Ils souhaitent voir reconduire la majorité sortante. Et il y a eu un blast tellement important hier que ça apparaîtrait, à mon avis, comme de la basse politique, de la petite politique, si d'aventure nous unissions dans ces conditions-là. Laurent Marcangeli, est-ce que ce blast dont vous venez de parler, il est également une sanction contre le gouvernement et contre Emmanuel Macron? Probablement, quand le parti du président n'obtient pas plus de 11,5%, il y a des questions à se poser. Mais après, vous savez, la structure sociologique de la Corse a fait déjà, au mois d'avril dernier, un petit score pour le futur président. Et puis, que ce soit au premier ou au second tour, il n'y a pas eu une mobilisation très forte pour Emmanuel Macron. On n'est pas en terre macroniste. Donc la magie Macron ne prend pas sur l'île? Pour l'instant, force est de constater que non. Merci beaucoup Laurent Marcangeli. Et je rappelle que vous êtes le maire d'Ajaccio et il était important d'avoir votre avis parce que même si vous n'étiez pas candidat, vous êtes une voix très écoutée sur l'île. Vincent de Bernardi, vous écrivez notamment sur Figaro Vox que la philosophie de la République En Marche s'accommoderait bien d'un dialogue nécessaire pour résoudre les problèmes entre Paris et la Corse. Est-ce que là, la République En Marche, avec le score qu'elle fait, est en position, donne un atout suffisant à Paris pour pouvoir négocier avec les nationalistes? Alors, la question, je pense, n'est pas de négocier. La question pour la République En Marche et pour l'État en général, c'est de proposer une sorte de pacte girondin à la Corse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit plusieurs fois Christophe Castaner quand il est venu dans l'île, aussi bien cet été que très récemment pendant la campagne. Les leaders de la République En Marche ont annoncé clairement qu'ils étaient favorables à une autonomie dans la République. Ça a été assez peu porté pendant la campagne par le camp de Jean-Charles Orsucci, en tout cas peu entendu. Mais en tout cas, c'est dans ce sens-là, vraisemblablement, qu'aujourd'hui, il faut se diriger pour commencer à travailler à une plateforme girondine qui pourrait
non pas satisfaire toutes les revendications des nationalistes, parce qu'elles sont nombreuses et elles nécessitent des transformations très profondes, et notamment une révision de la Constitution, ce qui ne se fait pas. C'est la question que je posais tout à l'heure. Comme ça, au coin d'un bois. On rappelle quand même que quand on entend le mot de peuple corse, ou encore plus celui de nation corse, ça a été censuré au début des années 90 par le Conseil constitutionnel dans un plan qu'avait proposé Pierre Joxe à l'époque. Oui, mais ça peut... vous savez, il ne faut pas se tromper. Tous les candidats, toutes les têtes de liste, là, quel que soit le parti, ils étaient tous autonomistes, en fait. Ils défendent tous un point de vue corse. Ils ne sont pas aux ordres de Paris. Ce sont des gens qui sont engagés dans leur île et ils pourraient très bien s'entendre tous ensemble, d'ailleurs, hein, à mon avis. Hein. Vous faites la moue, Vincent de Bernardi. Oui, il y a quand même quelques différences sur le plan idéologique. Mais il y a beaucoup de choses, il y en a qui sont plus ou moins, quoi, on va voir. Alors on va voir ce que va proposer, vous avez raison, ce que va proposer Emmanuel Macron, parce que bon, on ne va pas se raconter d'histoire, ça se passe à l'Élysée, d'ailleurs nos interlocuteurs au téléphone nous l'ont dit, ça se passe à l'Élysée. Il est ouvert, le président de la République, d'abord à des réformes constitutionnelles, il l'a dit, et il va y avoir une réforme de la Constitution normalement en 2018. Et deux, il est ouvert à davantage si vous voulez, d'ouverture et d'autonomie pour justement il l'a dit d'ailleurs lors de son voyage dans les dom-toms aux Antilles. Donc ce qui est vrai pour les Antilles est évidemment vrai pour la Nouvelle-Calédonie, parce que ça on va en parler. Et ça peut aussi, vis-à-vis de la Corse, être vrai. Ce qui va être intéressant, si vous voulez, c'est qu'on ne le sait pas assez. Mais par exemple, l'égalité de la langue corse et de la langue française, c'est déjà acquis, ça, en Corse. Hein. C'est déjà, je ne sais pas si c'est pratiqué, mais c'est acquis. C'est pratiqué. C'est pratiqué, mais la question de la co-officialité est une question qui doit se traiter de manière constitutionnelle. Vous vous souvenez que le Premier ministre, qui il y a quelque temps était encore Manuel Valls, disait « Je ne connais qu'une langue de la République, c'est le français ». Et il avait renvoyé les Corses dans leur but de manière un peu brutale, mais en ayant une vision extrêmement rigoriste et une lecture très au mot près de la Constitution et très républicaine. On va avoir Valérie Bozzi dans un instant en ligne. Juste, Jérôme Fourquet, j'aurais deux commentaires. D'abord, sur la greffe Macron et la Corse. Enfin, pourquoi la greffe ne prend pas? Et deuxième question, sur justement ce que disait Yves Tréhard sur tous, ils sont autonomistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Corse, on ne peut plus faire campagne en étant jacobin. Alors, on touche là à deux des raisons de fond de cette dynamique nationaliste. D'abord, c'est que l'ambiance dégagiste qui a soufflé très fort à la présidentielle s'exprime aussi sur l'île, parce que le système politique était verrouillé depuis des décennies par ce qu'on appelait le clan Giacobi. Ouais, et d'autres à droite, un Rocasser et Zuccarelli, voilà. Et ce sont donc, radicaux de gauche, radicaux de droite. Hein. Rocasser, il n'est pas radical de droite. Non, c'est vrai. Enfin, Giacobi était radical de gauche. Oui, Giacobi, tout à fait. Et donc, ce créneau-là, il a été préempté de très longue date par les nationalistes, qui avaient fait de la lutte contre le clan. Et la volonté de renouvellement, on voit très bien dans les études, par exemple. Ça veut dire que les macronistes sont identifiés avec les anciens clans, c'est ça que alors, le problème pour Emmanuel Macron, c'est qu'à la fois à la présidentielle, quand vous voyez les maires qui l'ont parrainé, c'était clairement les réseaux jacobistes. Aux législatives, ce sont en partie des jacobistes qui sont partis sous l'étiquette. Donc il y a un besoin de plus de radicalité en Corse, quand même. Alors, pas forcément de radicalité, mais c'est que le macronisme n'était pas implanté. Et sur le continent, le macronisme a pallié ce déficit d'implantation locale, on l'a vu aux législatives, par cette vague dégagiste. Or, ce moteur-là ne pouvait pas fonctionner en Corse, parce qu'il avait été préempté par les nationalistes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément de la dynamique, pour revenir sur votre seconde question, c'est le fait que... Est-ce que le jacobinisme est devenu l'épouvantail encore ? Ça fait 40 ans que les nationalistes avancent leur pion et diffusent un certain nombre d'idées, se positionnent sur des sujets qui sont importants en Corse. Je pense à la question de la langue, la question de l'identité culturelle, la protection du littoral, la question maintenant des prisonniers politiques. Et tous ces sujets-là, ou la dévolution d'un certain nombre de compétences... Et la question de l'islam qu'on a vu cet été ? Alors ça, c'est... Pas cet été, mais l'été d'avant. Et on l'a vu à la présidentielle. Hein. Donc là, c'est aussi un angle mort de ce scrutin. On va revoir d'ailleurs les résultats à la présidentielle en Corse. Marine Le Pen, la liste Front National fait 3%, mais on a... mais 27% à la présidentielle pour Marine Le Pen. Pour moi, c'est les deux faces d'une même médaille. Hein. Les nationalistes sont très à cheval là-dessus et viennent perturber systématiquement les meetings du Front National en Corse pour bien montrer qu'il n'y a pas de porosité entre les deux électorats. Mais
quelque part. Quelle est cette question? La question, c'est la question de l'identité corse. Donc, ils se sont construits historiquement dans leur rapport à Paris, hein, comme on dit en Corse. Mais il y a un autre sujet qui vient percuter cette très forte sensibilité identitaire, c'est la question de la montée de l'islam dans une île qui compte une proportion d'immigrés qui est bien supérieure à celle de très nombreuses régions françaises. Et on l'a vu à de nombreuses reprises, soit électoralement, soit dans des faits divers, qu'il y avait une xénophobie ou une volonté de cantonner C'est le seul endroit où on peut qui est favorable à la préférence régionale. Voilà. Alors, historiquement, la préférence régionale, c'est vis-à-vis des continentaux qui viennent tout racheter. Mais vous avez la préférence régionale en termes d'emploi, ça donne d'autres résonances que celles par rapport. Oui, mais alors quand vous avez sur les murs de l'île Arabifora, hein, donc c'était au début au nom de la lutte. Qui veut dire les Arabes dehors. Voilà, c'était au début pour lutter contre le trafic de drogue qui était soi-disant uniquement le fait de cette population issue de l'immigration. Mais on a vu à l'été 2016 l'ancien FLNC qui publie un communiqué totalement surréaliste en mettant en garde Daesh. Hein, et donc en fait, c'était pas à Daesh que ces nationalistes cagoulés s'intéressaient, c'était à la population maghrébine, en disant qu'il fallait filer droit, qu'il n'y avait pas de burqa, il n'y avait pas de prière de rue, etc., sur l'île de Beauté. Donc il y a ça aussi. Ça ne s'est pas vu hier. Le Front National fait un score dérisoire, mais il y a quelques mois seulement, Marine Le Pen fait quasiment 48% au deuxième tour. Vincent de Bernardi. Oui, il y a eu quand même une petite exploitation de toutes ces affaires au cours de l'été 2016, aussi bien après les événements de Cisco et un peu plus tôt dans un village qui s'appelle Prunay-les-Diffumorbe, où une polémique était née parce que les enseignants d'une école avaient voulu faire chanter les enfants lors d'une kermesse de l'école, une chanson de John Lennon en plusieurs langues, dont en arabe. Et ça avait pris une dimension absolument incroyable. Nationale, en tout cas. Et nationale, une résonance nationale, à tel point qu'on a pu penser que les Corses étaient peut-être plus racistes que les autres. En réalité, ça n'est que de l'exploitation. Ils ne sont pas plus racistes que les autres. Ils expriment des choses qui prennent une dimension toujours un peu différente d'ailleurs. Sans faire d'amalgame, Vincent de Bernardi, je fais bien la différence entre les deux choses. Il y a quand même un attachement à l'identité en Corse qui est plus fort et qui se répercute notamment dans le score de la présidentielle. Oui, bien sûr. Et parce que depuis très longtemps, l'identité corse n'a pas été suffisamment peut-être prise en compte. Et en tout cas, c'est ce que disent les électeurs qui, aujourd'hui, se tournent très massivement vers les nationalistes. Valérie Bozzi. Il nous faut prendre en compte la spécificité. En tout cas, c'est ce que disent une majorité des Corses aujourd'hui. Alors justement, c'est la question qu'on va poser à Valérie Bozzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la seule femme tête de liste dans cette élection. Votre liste, qui était la liste LR, a fait 12,77%. Alors justement, la question, c'est, puisque la droite régionaliste est devant vous, est-ce que vous n'êtes pas victime justement de cet anti-jacobinisme qui s'exprime dans ce vote ? Certainement, mais bon, la droite le fait de s'appeler les Républicains en Corse, est-ce que c'est pas dur à porter ? Alors évidemment, les partis traditionnels en Corse, même sur le continent, vous me direz, sont pas au mieux de leur forme. C'est peut-être accentué évidemment en Corse du Sud par la présence nationaliste et par la poussée nationaliste. Je crois que ça c'est un contexte général qui est plus important en Corse, parce que eux ont su, à contrario des partis traditionnels, mobiliser leur électorat comme ils ne l'ont d'ailleurs jamais fait sur cette élection. Et c'est surtout l'abstention qui est aujourd'hui un échec, puisque on vote pour la première fois pour une collectivité unique qui a des compétences très élargies, et la région qui a le plus de compétences, et un Corse sur deux ne va pas voter. C'est surtout ça qui est inquiétant. L'évolution nationaliste, elle résulte de leur ancrage depuis 40 ans. Ils sont sur le terrain, ils ont su constituer un maillage sur le monde associatif, la faculté, les médias. Et nous, à contrario, notre électorat ne se déplace plus, et c'est ça qui est le plus inquiétant. Vous êtes victime de l'abstention. Oui.
Oui, je pense que l'abstention, il fait beaucoup. Après, c'est pas la seule chose, mais pour une région qui était la plus politisée et où on votait le plus, ça démontre un changement de société et qui se répercute vers les extrêmes et vers au niveau national le Front National pour les élections nationales et puis les nationalistes pour une élection régionale. Et comment vous comptez répondre à ce défi, Valérie Bozzi? Je crois qu'il faut tout reconstruire. Là, on savait l'élection difficile. Il faut essayer de répondre aux problématiques du quotidien et reconstruire un maillage que les partis traditionnels ont peut-être délaissé. Est-ce que vous souhaitez de faire une alliance avec la liste régionaliste de Jean-Martin Mandoloni et éventuellement avec La République En Marche? Alors, on doit se rencontrer aujourd'hui pour en discuter, mais a priori, l'alliance a peu d'intérêt. Elle en aurait eu une pour contrebalancer un score nationaliste, mais là, l'écart est visiblement trop important. Yves Tréhard a une question pour vous. Madame Bozzi, Yves Tréhard en ligne. Vous dites l'abstention nous coûte cher, en gros, un corps sur deux, mais si vous regardez les derniers scrutins, l'abstention a toujours été très forte quand même, comme d'ailleurs elle augmente partout sur le territoire français. Est-ce que c'est pas votre programme politique qui est complètement dépassé par les événements et que vous n'avez pas su répondre finalement à l'attente d'une bonne partie des Corses? Et deuxième chose, est-ce que vous n'êtes pas victime, pas vous personnellement, mais vos partis, d'un certain affairisme qui a quand même couru dans l'île pendant de longues années? Mais sur la première question, c'est forcément les deux. Évidemment que l'abstention, c'est un échec collectif, que nous n'avons pas su répondre aux problématiques et entrer dans un débat de fond qui pouvait peut-être entraîner une baisse de cette abstention. C'est vrai que l'abstention, elle est générale, elle est sur toute la France, mais la Corse résistait jusqu'à présent et ça n'est que sur ces derniers scrutins que les Corses, finalement, eux aussi, ne vont plus voter parce qu'ils ne croient plus au système politique classique, évidemment, et aux partis sur l'affairisme, traditionnels. Valérie Bozzi, juste sur l'affairisme, rapidement, s'il vous plaît. Non, sur l'affairisme, je ne pense pas que ce soit une réelle problématique. Les nationalistes ont eux-mêmes été touchés très fortement par ce genre de problème également. Ça n'a pas nui à leur image, donc j'ai pas l'impression que ce soit réellement une problématique. Tous les partis ont été touchés par ça. Pas plus en Corse qu'ailleurs, donc je pense pas que ce soit réellement ça. Mais par contre, c'est vrai que nous n'avons pas su évoluer peut-être au niveau national. Il y a eu En Marche et sur au niveau local, au niveau les nationalistes. Merci beaucoup Valérie Bozzi. Merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je rappelle que vous êtes donc la tête de liste LR et que vous avez annoncé donc une rencontre avec les autres listes, mais l'alliance avec la droite régionaliste et LREM a peu de chances de se concrétiser. Voilà ce que vous nous avez dit. Alors Fouras nous a précisé justement ce qu'il voulait dire. Depuis De Gaulle, la décentralisation reste toujours à la mode, d'autant plus que les Français ont un modèle qui fonctionne, l'Allemagne. Mais ce n'était pas le cas de la France jusqu'à présent. Il me semble, Fouras. Charles me disait qu'il fallait vous laisser parler. Alors, je vous laisse parler. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, Vincent Bernardi, sur ce que vient de dire Valérie Bozzi, justement, en ne voyant pas dans l'affairisme de la droite une des causes de la désaffection des électeurs à l'endroit des Républicains? Il me semble que la désaffection des électeurs en Corse comme ailleurs, elle provient de plusieurs choses, mais beaucoup du fait que les politiques ne savent plus répondre correctement aux attentes des électeurs, que la majorité des électeurs aujourd'hui se disent, et quand on les interroge dans les différentes enquêtes, Jérôme pourra en témoigner, ils nous disent tous que la démocratie fonctionne mal, qu'ils considèrent que les responsables politiques sont plutôt corrompus. Donc il va falloir peut-être regarder les choses un peu plus précisément et se dire qu'il y a quand même un problème. Voilà. Une dernière c'est pas propre à la Corse, je pense que c'est un phénomène qu'on observe un peu partout en Europe. Une dernière question qui appelle des réponses courtes, parce qu'il faut laisser Yves Tréhard rejoindre le studio pour le talk. Est-ce que le scrutin que l'on vient de voir, tant par le niveau des résultats que par le fait même qu'il s'agit d'un territoire maintenant régional, est une étape vers ce qui pourrait être un jour l'indépendance? Vincent Bernardi.
Il est assez intéressant de voir que entre 2015 et aujourd'hui, la position des nationalistes a un peu évolué. En tout cas, leurs propos se sont très largement nuancés. En 2015, on parlait de l'indépendance comme d'une perspective à moyen terme. Il y a eu la crise catalane. Aujourd'hui... la crise catalane les a refroidis? Je pense que ça ne les a pas refroidis, ça leur a fait changer un tout petit peu leur stratégie. Et aujourd'hui, la question de l'indépendance, c'est une question qu'on se pose, mais plutôt à long terme. Un objectif. Voilà, comme un objectif. Le discours de Jean-Guy Talamoni, d'ailleurs, a très largement changé sur ce sujet. Il y a un événement assez intéressant qui s'est passé en septembre dans les colonnes de Corse Matin, le quotidien régional de Lille. Un des leaders nationalistes parlait d'un objectif de référendum pour l'autodétermination. C'est passé un peu sous silence. On n'en parle plus du tout aujourd'hui. Jean Fourquet. J'abonde totalement. Gilles Simeoni a fait une tribune dans Le Monde en disant « La Corse n'est pas la Catalogne ». Alors, on peut y voir comme Yves Tréhard une référence au différentiel de potentialité économique, mais aussi un changement de pied stratégique en disant voilà, il faut rassurer l'électorat corse, celui en tout cas qui ne nous est pas proche, parce que cette question de la crise catalane a un peu déstabilisé et le message subliminal étant nous sommes des gens très responsables, on ne va pas fuir à Bruxelles et tout va bien se passer. Ce qui a permis d'ailleurs à toute une série de personnes de voter pour les nationalistes, c'est ce que vous expliquez. Tout à fait, en disant voilà, c'est juste une autonomie et faire en sorte que les choses soient décidées au plus près de chez nous et l'indépendance, on verra bien plus tard. Yves, vous avez moins de 20 secondes. J'ai moins de 20 secondes, ça pour dire que c'est intéressant quand même cette évolution. Peut-être qu'effectivement l'indépendance est un objectif, mais à très très long terme. Ce que veulent les Corses, c'est qu'on les laisse tranquilles, je crois. Mais si vous voulez, on ne peut pas les laisser tranquilles tant qu'ils vivent sous perfusion de l'argent public qui vient de Paris. Et tout le problème, tout le défi de la Corse, ils l'ont bien compris, ça. C'est de savoir comment ils pouvaient, si vous voulez, concilier la défense de leurs valeurs et leurs spécificités avec un développement économique qui ne ravage pas néanmoins leur île et leur paysage. Qui maintiennent leurs valeurs, c'est ce que vous écrivez dans l'édito ce matin, à retrouver dans les pages du Figaro et sur lefigaro.fr. On vous retrouve également dans 5-6 minutes pour le talk. Vous recevez Nicolas Forissier, député LR, ancien secrétaire d'État à l'agriculture. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous ce soir pour Point de vue et on se retrouve mercredi pour une émission sur l'Algérie. À très vite sur Figaro Live.